Département des Pyrénées-Orientales, près de la frontière espagnole. L'un des plus grands feux de la saison vient de se déclarer et il menace les villages voisins. En première ligne, les pompiers volontaires. Ils sont commerçants, artisans, agriculteurs, et tous se mobilisent pour défendre leur village et leur région. Parmi eux, Joël Méné, un enfant du pays. Prenez les sacs de fuite, va. Donc là, je ne sais pas si c'est un accident, on ne connaît pas la cause, mais il est bien parti. Et en plus, il est à contre-vent, mais malgré tout, il génère son vent, comme souvent le feu, et il avance avec beaucoup de force. La nuit sera longue. Joël est engagé comme pompier volontaire depuis 23 ans. Le feu est en train de sauter la piste pour accéder au piton rocheux. Je pense que vous pouvez faire un établissement pour aller le chercher et calmer le jeu. Bon, mettez-vous à genoux, les gars. On bouffera moins de fumée. T'as vu, l'eau, ça lui apporte de l'oxygène et il repart de plus belle. T'as vu la rafale de vent? T'as vu la reprise, comment elle prend? Là, il y a du rayonnement. En moyenne, Joël réalise près de 250 missions par an. Une véritable vocation. La tâche que j'ai de ma terre catalane, là, et d'un point de vue environnemental et aussi d'un point de vue humain, puisque dans nos villages, on a pas mal de personnes âgées ou de gens un peu en détresse. Donc c'est vrai que d'être pompier, quand on est valide et en pleine forme et qu'on a quand même un peu d'obstination, ça m'apparaît être un bon choix. Dans ces vallées reculées, la mobilisation des pompiers volontaires est essentielle. Mais Joël a bien d'autres talents qu'il met chaque jour au service de son village et de ses habitants. Au cœur des Pyrénées-Orientales, à une cinquantaine de kilomètres de Perpignan, Villefranche de Conflans, une cité médiévale fortifiée. C'est ici que vit Joël, le pompier volontaire. Il est né dans ce village et il en est certainement l'un des plus fervents ambassadeurs. Moi, ce que j'adore à Villefranche, c'est le côté rafraîchissant, surtout en été. Il y a des ruisseaux qui circulent comme ça, avec de l'eau. Ça fait un petit bruit apaisant. Et quand j'étais petit, pour l'anecdote, on buvait, nous en tout cas, les gosses du village, on buvait cette eau-là. Donc ça a dû nous immuniser de pas mal de choses. Félix, Féfé. Féfé pour les amis. Ma sage femme, d'après ce qu'il dit, il m'a connu tout petit, mon sage homme. Moi, je l'ai vu naître, lui. Non, mais il est fou, hein, mais c'est sérieux, hein, il est fou. Hein. Heureusement qu'il est là, cela dit. Pourquoi Parce que c'est le maillon fort du village. Mais voilà, le type, il est là. Vous avez un problème, il est là. Voilà. Il y a une dame qui tombe, c'est pour Joël. C'est un peu normal, hein, je suis engagé pour ça. Ouais. C'est non, normal. Mais sérieux, c'est vraiment... Voilà, c'est le type, s'il n'était pas là, je sais pas comment on ferait. Je serais plus Il là. participe à la dynamique du village. Participe? Non, il envoie le bois. Allez, tonton qui casse les pieds comme tous les jours. Souris à la vie. Villefranche attire de nombreux visiteurs. Mais en dehors de la saison touristique, la plupart des boutiques sont fermées et le village ne compte plus que 239 habitants. Alors pour offrir tout au long de l'année un lieu de vie convivial et chaleureux, Joël a repris le bistrot que ses parents tenaient avant lui. Oui, il arrive le deuxième. Parce que même à l'intérieur, j'ai entendu la commande. À l'intérieur, j'ai entendu la commande et du coup, eux, ils ne savaient plus non plus. 3 et 1, 3 et 2, 4 et plus. Le fil vert, bouton vert, le fil rouge, bouton rouge. Oui.
L'établissement est ouvert 7 jours sur 7 et quelle que soit la saison, il ne désemplit pas. C'est un peu le fief, le quartier général de pas mal de catégories de personnes. Jeunes, âgés, riches, pas riches. Donc ici, c'est plutôt un bar populaire. La sauce rouge, c'est un velours de poivron rouge, à la façon un peu catalane. C'est-à-dire que les touristes peuvent côtoyer les gens du Voilà, village. il y a un mélange. Et c'est vrai que pour les gens du pays aussi, il faut qu'il subsiste un lieu qui, même s'il y a moins de touristes, admettons, en plein hiver, puisse être le lieu de vie avec du chauffage pour les retransmissions sportives, par exemple aussi, ou pour lire le journal, ou pour ne serait-ce que pour pas être seul. Café ? À l'intérieur, l'ambiance est soigneusement étudiée. Le jaune et le rouge, en hommage aux couleurs du drapeau catalan, et une décoration personnalisée qui ne laisse aucun doute sur l'identité du propriétaire. C'est bien beau d'allumer des écobuages, mais il faut savoir éteindre le feu de forêt aussi. Le mythique Canadair, qu'ils ont bien voulu nous livrer aux couleurs catalanes, ce qui les gaye. Même l'hélicoptère de sécurité civile, il est aux couleurs catalanes. Donc bon, c'est un bon choix du ministère de l'Intérieur. Nous, quelque part, ça catalanise les moyens nationaux. Super. C'est un peu une caverne d'Ali Baba quand même. C'est la caserne d'Ali Baba. La caserne d'Ali Baba. Et ça ne s'arrête pas là, car le bar est également le rendez-vous de tous les amoureux de l'histoire et du patrimoine. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. On vient se renseigner pour la sortie au Fort Libéria. C'est ouvert. Oui. Le fort fonctionne toute l'année. Oui. Vous voulez monter comment, à pied ou en 4x4 ? Qu'est-ce que vous préconisez? Ça se passe comment? Disons qu'il y a plusieurs possibilités. Ceux qui montent à pied, donc il y a la montagne, il y a aussi le souterrain, mais qui est plutôt utilisé pour le retour. 700 et quelques marches. Ou alors le 4x4, il est devant, c'est comme un taxi un petit peu. Il vous fait gagner du temps, il vous évite de crapahuter. Et en plus, il y a 2 personnes qui sont déjà réservées. Donc si vous voulez profiter du voyage, on allait partir. Ouais. Bon, alors on y va. Super. Allez. Ça tombe bien. Cafetier, pompier, Joël est également un acteur engagé dans la défense du patrimoine de son village. Cet après-midi, il accompagne un groupe de visiteurs sur l'un des sites les plus spectaculaires de la région, le Fort Libéria, un chef-d'œuvre de Vauban. Depuis 2008, Villefranche et le Fort Libéria sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors regardez, il y a eu une vie autre que militaire ici aussi. On voit les fameuses terrasses en catalan, les fèches. Les pierres, elles sont empilées les unes aux autres sans ciment, sans chaux, sans rien. C'est la technique de la pierre sèche. Alors la pierre ici, c'est important parce que sur ce massif-là, il y a des gisements de marbre rose. Et s'il y avait une appellation d'origine contrôlée pour les cailloux, comme ça existe pour le vin ou le fromage, nous, on aurait AOC marbre rose de Villefranche. Construit sur les hauteurs de Villefranche, le Fort Libéria est le point d'orgue du système défensif imaginé par Vauban pour protéger le village. En 1659, la France et l'Espagne signent le traité des Pyrénées, qui met fin à 24 ans de guerre. Ce traité redéfinit les frontières entre les deux pays. Il décide notamment le rattachement au Royaume de France des territoires catalans situés au nord des Pyrénées. Villefranche, point de verrou au confluent de 3 vallées, devient un enjeu stratégique majeur. Et là, on voit bien l'intersection, l'entrée de la vallée et de la plaine. Oui, voilà. Là, tu as la vallée du Cadie, donc voilà. Là-bas, la vallée de la Rodja. Et cette grande vallée, c'est la vallée de la Tête. Et donc, le fort protégeait le village et l'accès à ces vallées. Voilà, et en assurer la sécurité et le contrôle. Voilà, et en plus, a permis aussi stratégiquement certainement d'en imposer pour faire régner l'ordre et la paix sur le secteur. La construction débute en 1680. Vauban imagine un système défensif invulnérable, à l'épreuve des canons, érigé dans le marbre rose de Villefranche. Cette histoire, Joël la raconte chaque fois qu'il fait visiter le fort.
Le caillou, donc la brique catalane, finissant la partie haute du chemin de ronde, permettait aux balles de venir finir et de s'éclater, de s'écraser sur ce matériau plus tendre et qui permet justement d'éviter les ricochets des balles qui taperaient sur les pierres et blesseraient ou tueraient des soldats par ricochet. Donc, on a trouvé des balles qui sont donc comme une goutte de plomb, quoi, qui se seraient aplaties. Allez, allez-y. Le fort Liberia accueille des garnisons jusqu'au début du XXe siècle. Il est ensuite mis en vente. Plusieurs propriétaires se succèdent et le monument se dégrade peu à peu. Mais dans les années 80, un homme entreprend de lui redonner vie. Pierre Ménet, le père de Joël. C'est le cas. Donc, mon père et José, donc, ils sont en train de fignoler un petit peu. On a prévu de faire un banc, puisqu'on a pensé un petit peu que le fort étant tout en escalier, tout en dénivelé, quelques zones de repos pour notamment les personnes un peu âgées ou en mobilité un peu réduite puissent quand même se reposer. Là, vous avez différentes teintes. Vous avez le marbre gris. Tout le reste, donc, ce sont des marbres qui vont du blanchâtre au rose, au violet. Donc, moi, je récupère un peu toutes ces pierres qui sont en abandon dans les carrières pour les réutiliser ici. Évidemment, le banc, ce sera une espèce de palette de tous les marbres différents du secteur. C'est pas mal. Pour sauver le monument de la ruine, Pierre Ménet s'associe avec 3 commerçants de Villefranche. Et en 1985, il acquiert le fort Liberia en concession pour 99 ans. Il met son argent et toute son énergie pour restaurer le fort et enfin l'ouvrir au public. Et donc, on s'est lancé dans l'affaire. On a hypothéqué tous nos biens, tout ça pour une passion. Et on ne s'est pas trompé. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'il faut se donner à fond, il faut être passionné. Et on s'aperçoit quand même qu'au niveau fréquentation, personne n'en a douté. Mais nous sommes arrivés à être un des fleurons du Conflans. Et on est à l'heure actuelle le 7e site visité du département, ce qui est très bien pour nous. Avant de conclure, Joël invite son groupe à découvrir l'une des curiosités du site. Un souterrain de 734 marches, creusé dans la montagne sous Napoléon III, par lequel les visiteurs vont pouvoir rejoindre directement le village. On sent même une espèce de courant d'air et cette profondeur, je veux dire, regardez. Quand j'ai parlé de cordon ombilical, c'est le cas, quoi. Ça et là, on a la lumière encore. Oui, il y a la lumière, c'est normal. Eux, ils n'avaient pas la lumière, mais je vois 1853. Oui, je l'ai dit, c'est plus moderne que l'époque de Vauban. Et alors là, on n'a pas la totalité, justement, parce qu'à un moment donné, l'escalier part un peu dans un autre sens. Donc là, vous avez quand même un bon 3/5e, là. Vous avez fait une bonne visite? Oui, merci beaucoup. Bravo, ouais. Bravo. Plein de connaissances. Et passionné aussi. Vraiment, sur la région, c'est magnifique. Puis une passion. Voilà, il nous a transmis sa passion, son vécu. Oui. Ça, c'est important. Ouais, oui, très. Voilà. Et à la prochaine, en tout cas, puisqu'on est ouvert toute l'année, vous pouvez revenir quand vous voulez. Alors. Allez, on y va. Oh, on passe Allez, à Niou. Allez, à bientôt alors. Au revoir. Merci. Au revoir. Étant natif d'ici, quelque part, on est condamné, moi je dis, à assumer un peu notre destin et tout ce patrimoine qu'on nous lègue. Donc avec les pompiers, je m'occupe du patrimoine naturel quelque part et là, en tant que guide sur le fort, le patrimoine bâti. Donc on parle souvent de Vauban, mais c'est une façon un petit peu aussi de perpétuer le travail et le savoir-faire de tous ces anonymes qui... du porteur de sable aux maçons et aux forgerons et aux tailleurs de pierre, ont constitué 12 heures par jour à l'époque cette œuvre majestueuse et qu'on nous lègue et qu'on va transmettre. Donc on est obligé de l'assumer. Véritable trait d'union entre la plaine du Roussillon et la montagne, Villefranche de Conflans est une porte d'entrée qui ouvre sur un environnement exceptionnel.
C'est le cœur du parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Un territoire de 137 000 hectares, marqué par une forte identité culturelle. Fier de cette identité catalane, Joël n'hésite pas à traverser les montagnes pour rencontrer tous ceux qui en préservent l'héritage. Là, j'ai quitté Villefranche pour aller à Saint-Laurent-de-Cerdan, parce que j'avais hâte de rencontrer deux jeunes filles qui ont eu l'audace et la bonne idée de relancer l'activité sandalière sur ce fief, justement, des espadrilles catalanes. Et donc, je suis admiratif de voir qu'on puisse relancer une activité qui était tombée comme ça en désuétude, et une activité qui fait partie du patrimoine catalan. Niché dans la montagne, Saint-Laurent-de-Cerdan. Ce village est considéré jusqu'au milieu du XXe siècle comme la capitale de l'espadrille catalane. L'activité emploie alors près de 1000 personnes et produit 3 millions de paires par an. Pour la première fois, Joël vient découvrir l'unique entreprise qui perpétue aujourd'hui cette tradition. Elle a été créée par deux jeunes femmes, et notamment Cécile Villa. Voilà, l'atelier de fabrication. Pratiquement comme à l'époque passée, quoi. Ah oui, tout à fait. Les machines sont vraiment d'époque. Il y a l'odeur d'huile et on travaille vraiment comme le faisaient les anciens, hein, vraiment dans le même type de fabrication qu'avant, en fait. Mmh. Voilà. On peut s'approcher? Oui, bien sûr. Bonjour. Les procédés de fabrication n'ont pas changé, mais les bigatanes, ces espadrilles catalanes, ont pris un sérieux coup de jeune. Rester dans du traditionnel comme ça se faisait avant, c'est-à-dire noir pour les hommes et rouge pour les femmes, c'est pas possible. Il faut étendre la gamme, il faut créer des nouvelles choses, il faut surprendre les gens. Voilà, de la bigatane à fleurie comme ça, moi j'en ai jamais connu. Voilà, si on n'était pas parti dans ce chemin-là, on n'aurait pas 3 ans d'existence, je pense. En 2007, le dernier artisan sandalier de Saint-Laurent prend sa retraite. Cécile et son amie d'enfance Céline décident de reprendre l'activité avec un rêve en tête, relancer et faire perdurer un savoir artisanal qui a fait vivre la vallée pendant plus d'un siècle. En fait, voilà, c'est vraiment la spécificité d'ici, en fait, c'est qu'elles sont cousues. Donc vous avez une couture tout le tour et qui coud aussi à l'intérieur. Ça, c'est la marque de fabrique de votre entreprise. Voilà, c'est ça. Vraiment du pays catalan, parce qu'au Pays Basque, ils n'ont pas cette fabrication-là. Voilà. Aujourd'hui, l'entreprise emploie 6 personnes et produit près de 300 paires par semaine. Voilà, nous, ce qui nous tenait à cœur, c'était vraiment de conserver ce savoir-faire traditionnel, pas le laisser perdre, hein, parce que depuis toute petite, on met des bigatanes et voilà, on voulait que les générations futures puissent en mettre aussi. Et créer des emplois, ça nous tenait à cœur aussi, quoi. Hein, donc voilà, c'était ça. Et pour fabriquer les espadrilles, il faut avant tout du tissu. Dès le 19e siècle, des manufactures textiles se développent à Saint-Laurent. La seule qui subsiste est toujours installée à quelques mètres de l'atelier de Cécile. Elle a été fondée en 1873 et c'est un joyau du patrimoine industriel de la région. Le déclin de l'activité sandalière aurait pu sonner la fin de l'entreprise. Mais en 1993, un couple de passionnés décide de lui redonner vie. De toute façon, la chaussure arrive bien par ici, quoi, voilà. Sur la rayure marron, donc comme ça fait... Françoise Quinta et son mari découvrent les lieux et tombent immédiatement sous le charme. Ce sont des amis qui nous ont dit que dans la montagne, parce que vu de Perpignan, ça fait très loin, il y avait une usine qui allait fermer. Et nous sommes venus la voir et à vrai dire, très vite, on a été pris par le bruit des machines en bas, cette espèce de cadence, de canettes comme ça qui passaient. Et on ne savait pas encore quoi, mais on a déjà été un coup de foudre d'atmosphère, d'état d'esprit. Et
On s'est dit, c'est quand même pas possible qu'elle ferme. Les nouveaux propriétaires modernisent les coloris et donnent à chacune de leurs créations le nom des villages de la région. Là, c'est Saint-Cyprien, par exemple, où c'est mon mari qui a fait la mer et la terre, puisque nous avons Saint-Cyprien-Plage et Saint-Cyprien-Village. On a le Thôme, on a le Maury, où on fait du très bon vin. Voici le Collioure Safran, qui est aussi un de nos basiques. Voilà, ça c'est Lulu, c'est un tissu d'archives, celui-ci, il existait. Voilà le Banyuls pour nos plages. Au départ, quand on a repris l'usine, ce qu'on voulait, c'est garder cette identité catalane. Et donc, au départ, tous nos tissus ont été tissés en sonque et or. Et après, bon, on les déclinait dans d'autres couleurs. On a toujours voulu garder cette tradition qui était très, très forte, puisqu'il y a eu près de 300 personnes qui ont travaillé dans cette usine. C'était un village qui était extrêmement industriel, on peut dire, parce que dans la région, il n'y a pas beaucoup d'industrie. Ce savoir-faire traditionnel se conjugue désormais à l'international. Les toiles et les espadrilles catalanes se vendent aujourd'hui à travers toute l'Europe et même jusqu'aux États-Unis. Voilà, c'est prêt à partir. Elles sont un peu à contre-courant. Tout le monde fuit un petit peu les villages, les campagnes, et elles se sont fixées là, et puis avec une prise de risque, avec beaucoup de passion et de cœur. Donc chaque fois qu'il y a du cœur, de la passion, et surtout cette sauvegarde de un des pans de notre histoire et de notre culture, moi je suis preneur. Un patrimoine qui participe à la vitalité économique des villages et qui assure la cohésion de toute une région autour de valeurs communes. Nous sommes de retour à Villefranche-de-Conflans. Cet après-midi, le village se prépare à un événement très attendu. Je sais pas si on le fait rouler ou... Allez, go. Ça va être sympa là sur l'alcôve. Devant le bar de Joël, l'association Ciné-Rencontre organise la projection d'un classique du cinéma français, tourné ici même, en 1959. Joël est à l'initiative de la soirée. Ça, c'est une table de... C'est énorme, l'écran. C'est trop grand? Ah, super. Non, mais on transforme un peu les lieux, mais sans y toucher, puisqu'ils sont classés, super. Ça va pas le masquer, ouais. Non, mais en plus, ce petit bastion, là, il est jamais trop utilisé, alors qu'il est mignon, quoi. Et certainement, on aura de l'acoustique et tout, là. Je dois voir les rallonges dans le coffre aussi. Pour le... On remet du cinéma en plein air, comme ça existait, une espèce de cinéma itinérant en zone rurale, quoi. Et c'est pas n'importe quel film qu'on va diffuser, parce que c'est le Bossu, dans lequel bon nombre de Villefranchis ont participé en tant que figurants. Donc, ma grand-mère, mon grand-père, mon père, donc d'autres habitants. C'est émouvant. Bon, certains sont décédés, mais il y a quand même eu une épopée cette année-là. Bourville, Jean-Marie qui ont joué aux boules ici avec les habitants, c'est à la pétanque, et qui ont séjourné sur Villefranche. C'est quand même et tout le monde connaît ce film. C'est un classique du cinéma français, quoi. Donc ça, c'est volontaire, je voulais le faire. Super table, hein, vous l'avez piqué dans une école, non? Il y a des mecs qui ont dû sécher un paquet de trucs, là. Où j'en étais déjà. Pour Joël, cette projection est l'occasion de réunir toutes les générations du village et de partager les souvenirs. Quel souvenir vous gardez de ce tournage? Le souvenir
souvenir inoubliable de notre jeunesse. Moi, j'étais la Comme à bonne sœur. l'époque, comme les... Vous étiez la bonne sœur? Madame, c'était la bonne sœur. Je suis allée attendre mon mari, il ne m'a pas reconnue. « 1h45 de projection, mais une scène intéresse particulièrement les Villefranchois. La scène du marché. Elle a été tournée à l'endroit précis où le film est projeté ce soir, il y a 52 ans, quasiment jour pour jour. Là, voilà la bonne sœur, là derrière. La bonne sœur, là derrière, là. J'ai déjà vu sa tête quelque part. C'est des bons souvenirs, ça? Oui. J'ai les photos. Ah oui, regarde. Madame Castillo, Madame Paillet, moi, là-bas, Elle est là-bas. Elle est géniale, je crois qu'elle n'est pas mauvaise. On a beau avoir revu ce film qui est un des films classiques du cinéma français, toujours autant émouvant de voir que ça s'est déroulé sur cette place et avec des membres de la famille ou des habitants de Villefranche comme il y en a encore qui ont réussi à sortir ce soir malgré la fraîcheur. On les entend sans arrêt en train d'échanger les souvenirs sur les détails en tant que figurantes, parce qu'elles ont été même plus que figurantes, puisque ma grand-mère, à un moment donné, on la voit aussi qui manipule les pastèques et la tête de Bourville. C'est un moment de partage, et puis en plus à cette dimension-là, comme ça sur un grand écran, c'est époustouflant, quoi. Sacré bourrique, ah je te jure. Une récompense de 5000 écus est promise à qui fera arrêter le chevalier de Lagardère qui s'est rendu coupable de l'assassinat de son Altesse royale, le duc Le chapeau de gris Nevers, derrière. y condamné pour C'est ton père, la moustache? à être pendu Derrière le cheval. jusqu'à ce que mort s'en suive. Là, on s'est régalé, vraiment. Il faut en faire de temps en temps. Si, on refera. T'as vu ta grand-mère, hein? J'ai vu ma Tu grand-mère. l'as vu, Ma grand-mère et mon grand-père. Madame Pignon. Ouais, c'est émouvant, ouais. Ouais, super. N'empêche, ça nous permet de les maintenir vivants, quoi. Vous êtes heureux de cette opération? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Et je suis pas le seul. Et en plus, on les a fait veiller. C'est quand même... Ça nous a rajeunis. Ce qui est impressionnant, c'est que par exemple, Madame Peugeot, ça fait longtemps qu'elle n'était pas sortie comme ça de... Oui. Ça, c'est impressionnant depuis le temps qu'elle n'était pas sortie. Oui. Non. Super. C'est la première fois que je la vois dehors depuis... On la voit sa fenêtre. Comme quoi, un autre monde est possible. Prochaine fois, on fera... Joël peut se réjouir. La soirée est un succès. Bonne nuit à tout homme. Mais le pompier catalan réfléchit déjà à d'autres projets pour animer son village. Nous le retrouverons bientôt. Au nord du Cotentin, sur les côtes de la Manche, un autre passionné s'engage comme Joël pour dynamiser et faire connaître son village. Mais il a choisi de le faire d'une manière très originale. Il y a 5 ans, le photographe Jérôme Ouivet a entrepris de faire découvrir la Normandie depuis les airs. Quoi de mieux que de découvrir la région comme ça, en vol rasant, un petit peu comme un photographe goéland ou un goéland photographe, je sais pas, mais je trouve que c'est vraiment extraordinaire d'avoir cette vue et je pense que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir le plaisir de faire ça. Me voilà au phare de Gatteville. C'est un des endroits que je préfère. C'est l'endroit qui m'a donné envie de faire de la photographie aérienne. Je vais faire un vertical du phare pour faire quelques images. Et je shoot
Voilà, j'ai une très belle vue, il faut que je prenne un petit peu d'air. Et je vais enrouler le phare. J'arrive près de Barfleur. C'est vraiment une émotion particulière que d'être au-dessus de l'endroit où je vis et de l'endroit que j'aime. J'ai mes amis du Café de France qui me saluent. On va leur faire un petit coucou. Le Cotentin, mon petit paradis. Barfleur, c'est le village que Jérôme a choisi de défendre. Il y a passé une grande partie de son enfance et depuis, il ne manque jamais une occasion de photographier ce port d'échouage qui se vide et se remplit au rythme des marées. Le charme préservé de Barfleur, avec ses rues pittoresques et ses maisons de granit gris, lui vaut aujourd'hui le label de l'association Les plus beaux villages de France. Et c'est ici, face au port, que Jérôme a décidé d'installer sa galerie. Alors, la Normandie, c'est celle-ci. Aujourd'hui, il y a foule. Les Barfleurais sont venus en nombre pour obtenir une dédicace de son dernier ouvrage, un recueil de photos consacré bien évidemment à la Normandie. Voilà Sophie. C'est génial d'avoir sa maison à l'intérieur du livre, c'est quand même un truc exceptionnel. Merci à vous. C'est une magnifique photo. Bah voilà, la prochaine fois que je passerai, la prochaine fois que je passe au-dessus de chez vous, je ferai un coucou, je saurai que vous êtes là. Au revoir, bonne journée. Merci madame. J'avais envie de partager quelque chose. C'est sympa, je m'installe en terrasse ici, tranquille, les gens passent, on se dit bonjour, on boit un café, et puis on regarde les photos. C'est vivant, c'est du vrai, quoi. C'est pas uniquement un showroom. Et c'était l'occasion unique sur le port de Barfleur de m'installer et de faire quelque chose de passionnel, en fait. Il y a de nouvelles images de Barfleur, il y a le phare de Gadeville, il y a tout notre petit coin. C'est où ça? Ça, c'est Sainte-Adresse. C'est rigolo en terrasse. Ouais. Une maison en terrasse. Il est très doué et puis il fait des choses originales. Voilà, ça, c'est toujours. Vraiment. Ça donne vraiment une impression réelle, quoi. Voilà, ça fait vraiment ressortir les avantages de la région, quoi, son authenticité, et puis aussi d'avoir été très préservé. Et voilà, mais Jérôme, c'est une figure de Barfleur, il a grandi à Barfleur. Et qu'est-ce que ça représente son travail pour Barfleur? Alors, les lumières de Barfleur, voilà. Les lumières sont essentielles. À Barfleur, que ce soit le matin ou le soir, il y a un éclairage particulier qui donne à la pierre toute sa dimension. Et aux personnes un caractère. 7, 8, 9, et ben. Un Barfleur, la jetée de Barfleur au petit matin. C'est sympa ça. C'est une des meilleures heures en fait pour voir Barfleur. Il faut avoir le courage de se lever tôt. Et voilà. Barfleur tire aujourd'hui une grande partie de ses ressources de la pêche. Une activité qui a pourtant failli disparaître au milieu du XXe siècle. Mais dans les années 70, la découverte d'un véritable trésor au large des côtes relance la filière. 6 heures du matin, le Fraval prend la mer. Bon, c'est bon, on fait haute, c'est vanne. Tu nous emmènes où là? À Réville. Réville? Jérôme a embarqué à bord du chalutier de Stéphane Papillon, son ami d'enfance.
Une tonne 8. Ce matin, C'est le quota. Stéphane et son équipage partent à la pêche aux moules. La radio, on va écouter un peu de musique quand même. Et c'est parti. On a mis la drague au fond, on a tiré dessus et on a remonté des moules. Dans les années 70, le plus important gisement de moules sauvages en France est repéré au large de Barfleur. Aujourd'hui, la blonde de Barfleur s'invite sur les meilleures tables. Qu'est-ce que vous allez rechercher ce matin? Qu'est-ce qui va vous intéresser? Je vais essayer de déjà voir un petit peu ce qui se passe. J'essaie de documenter la pêche. Dans un premier temps, montrer le métier. Et puis après, si j'arrive à capter les expressions, si j'arrive à capter quelques regards, là, ce sera encore plus intéressant. C'est important de garder la trace. Et effectivement, il y a des choses comme ça qu'on a oubliées. Puis là, on les ressort, on dit tiens, mais ça se faisait comme ça à l'époque. Cette pêche-là, ce métier, il a disparu. Donc ces images, elles ont de la valeur, elles ont une valeur documentaire. Et pour moi, c'est important de les faire. À travers ces photos, Jérôme apporte le témoignage unique d'une activité liée au patrimoine naturel de la région. Une activité qui pourrait un jour disparaître si la ressource venait à s'épuiser. On voit qu'il y a beaucoup de monde autour. C'est un spot connu. Ah bah c'est le seul gisement d'ouvert en plus. Donc tout le monde est sur le même spot comme vous dites. Tout le monde est là, vous voyez, ça se croise, tout le monde est à la moule là. Parce que chaque bateau a une licence. Hein. Je veux dire, un bateau ne peut pas venir comme ça, prétendre faire de la moule. Il faut avoir une licence, il y a des critères à respecter, des tailles de bateaux à respecter aussi. C'est bien cadré. Cette réglementation, elle permet de préserver la ressource, c'est ça? Oui. Oui, justement, c'est pour ça qu'on s'impose des quotas. On est obligé. Sinon, ce serait c'est clair, hein, n'importe quoi. Hein. On est tous pareils. Hein, si vous voulez, s'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Quoi. On pêche à outrance et puis après, on dit merde, si on avait su, on aurait dû protéger plus. Donc là, maintenant, c'est ce qu'on fait. Stéphane signale un bateau en approche. C'est un bateau de la famille. C'est mon frère, avec son papillon devant. Pascal Papillon, le grand frère. Et Pascal, c'est avec lui que j'ai fait mes premières images. C'est un peu la famille. Ça va? T'as vu le beau temps? La famille Papillon est probablement l'une des plus célèbres familles de pêcheurs à Barfleur. C'est 3 familles, parce que tu as le père, 2 fils. C'est 3 bateaux, ça veut dire à chaque fois 5 ou 6 hommes. Donc c'est plusieurs dizaines de familles qui vivent de la pêche autour de Barfleur, grâce à eux. Donc forcément, ça contribue à l'essor de la pêche. Et une nouvelle page de cette histoire est sur le point de s'écrire. Depuis quelques mois, Pascal Papillon fait construire un nouveau bateau de pêche, entièrement réalisé en bois. Direction Port-en-Bessin-Hupin, dans le département du Calvados. C'est ici qu'est installé le chantier du Bessin, l'un des derniers spécialistes de la construction de bateaux de pêche en bois. Pour la première fois, Jérôme Ouivet vient découvrir l'audacieux projet de son ami Pascal Papillon. C'est pour lui une nouvelle occasion de faire parler de Barfleur. Ça va la forme? Ouais, impeccable. Bon. Ah oui, dis. Ça avance hein? C'est sacrément avancé, je pensais même pas que c'était avancé à ce point-là, c'est énorme. Près de 16 mètres de long, 6,80 mètres de large, un chalutier de cette dimension, entièrement réalisé en bois, c'est aujourd'hui extrêmement rare. Tu
sens là déjà? Ah bah là, Hein? ouais, Il y a une odeur, c'est autre chose que la résine, c'est pas la même chose. On parle avec un bateau en bois. C'est différent, ça a une âme. Bah là, on le voit grandir. Il y a eu d'abord la colonne vertébrale, les traves, les tambours, la quille. Ensuite, on lui met nos côtes. Hein? Et puis la peau va venir. Moi, je suis super bluffé, là. Là, sur le coup. Non, mais c'est sympa. C'est extrêmement intéressant. Moi, ça me fait vraiment plaisir de voir ça, d'autant que Pascal, c'est quelqu'un avec qui j'ai commencé à travailler. En fait, j'ai terminé mes études et j'ai fait mon travail de fin d'études photographiques sur le travail de Pascal. Grâce à ça, j'ai obtenu mon diplôme. Donc, j'ai une certaine attache avec Pascal. Mention. Avec mention, major de promotion. Donc je suis content, je vais venir voir ce bateau, je vais le voir grandir, je vais le photographier. Et puis j'ai qu'une hâte, surtout, c'est de le voir glisser à l'eau, partir, repartir en marée et faire des images à bord. Ah bah oui, ça va être une belle fête, ça. Bah, j'espère bien. J'ai hâte de le voir rentrer dans le port. Et moi aussi. Créé en 1994, le chantier du Bessin préserve un savoir-faire ancestral. C'est le savoir-faire qui... Mais pour Patrick Jam, qui dirige le chantier, réaliser un bateau en bois aussi grand, c'est une première. Ah bah c'est énorme. Déjà ça nous donne 1 an et demi de travail. Mais c'est une satisfaction quand même personnelle, c'est sympa, c'est valorisant un chantier comme ça, parce qu'on part d'un rien, on part d'un plan, d'une idée avec un poisson pêcheur. Et puis on fait le boulot de charpentier parce qu'on fait le gros œuvre, mais on fait aussi des aménagements intérieurs. Donc on fait un peu d'ébénisterie, une menuiserie. Le bateau sort ici fini. 10 jours ou 15 jours après, il prend la mer. Moi, t'es à bord, hein. Ça y est, c'est la première fois que je monte à bord de ton bateau. Ah, voilà. Le moteur, là, va être ici, c'est ça? Il est juste devant. Pascal a trouvé un nom à son bateau. Prochainement, les habitants de Barfleur célébreront en grande pompe l'arrivée du Graal. En attendant, Jérôme continue de mettre son dynamisme au service du village. Nous y reviendrons bientôt. Dans les Pyrénées-Orientales, à plus de 2000 mètres d'altitude, nous rejoignons Joël Méné, le pompier catalan. Cet hyperactif, toujours en mouvement, semble ce matin plus tranquille. C'est vrai que j'avais jamais vu mon pays sous cet angle-là. Je ne me suis jamais trouvé au lever de soleil. Et moi, à Villefranche, j'ai pas l'habitude de voir le lever de soleil. On est de sa position encaissée, le village, et jamais on voit le soleil juste passer comme ça. Parce que là, quand même... Là, il y a un petit moment de spiritualité, quoi, de contemplation. Avec quelques-uns de ses camarades pompiers, Joël part aujourd'hui à l'assaut du pic du Canigou. Allez les bâtons. Et il est venu en famille, avec sa femme et ses 2 enfants. Bon, on y va? Pour tous les Catalans, l'ascension du Canigou, c'est un véritable pèlerinage. Mais là, on marche pas pour marcher, vraiment, on marche pour... en même temps, on pense, on réfléchit, on admire, on contemple. Là, c'est pas un sport, c'est... Je sais pas, c'est... Un sacerdoce. Voilà, je savoure, quoi. Culminant à 2784 mètres d'altitude, le pic du Canigou est considéré comme l'emblème des Pyrénées-Orientales. Point de rencontre entre la Méditerranée et la chaîne pyrénéenne, il fait partie du réseau des grands sites de France. Chaque année, ils sont plusieurs milliers à emprunter ces sentiers escarpés pour rejoindre le sommet. Après 2h30 de randonnée, Joël et ses amis atteignent enfin leur objectif. Ça y est. On est au toit du monde. Notre monde à nous. Ah, ces Pyrénées quand même.
avec toi en chantant. Mais si, mais... Passage obligé, la traditionnelle photo au pied de la croix. C'est assez rare pour être mis sur papier glacé. Installée en 1943, cette croix est devenue au fil du temps un totem catalan. Ça, c'est aussi tellement de gens qui montent pour des raisons aussi variées que diverses, qu'il y a des gens certainement qui sont venus même se recueillir. Donc voilà, sur la croix, je viens de voir une fille se déshabiller pour mettre son t-shirt de rugby, signé par tous les joueurs de l'USAP. Donc voilà, bon là, ça veut dire que certainement à la fin de l'année, on est champion de France, quoi. T'as plus de signes. Une ferveur quasi religieuse, car le Canigou, c'est un peu la montagne sacrée des Catalans. Jadis, les gens pensaient que c'était le pic le plus haut d'Europe, carrément. Et les navigateurs, regardaient ce pic un peu blanc, saupoudré de sucre glace de neige, se servaient de lui pour se guider. Et d'ailleurs, quand on est sur le territoire, on n'a pas besoin de boussole. Qu'est-ce qui sert de boussole sur le territoire? C'est le Canigou, même quand on est sur un feu de forêt, donc dans l'axe nord-sud, oui, le Canigou est là-bas, donc c'est voilà. Pour les avions, peut-être? Les avions qui se sont crachés. C'est un vrai protecteur pour les Catalans. Ah oui, bien sûr. Et des deux ouais, c'est un côtés. guide. C'est un guide. Un guide, un protecteur. C'est le lien entre les deux Catalognes aussi. Il y a beaucoup de reliques de Catalans du sud aussi. Vive la Catalogne! Terre de légende et de partage, le Canigou est aujourd'hui le symbole majeur de la culture catalane. Une culture bien vivante, célébrée chaque année dans toute la région à l'occasion d'un événement fédérateur, la fête de la Saint-Jean. Nous sommes de retour à Villefranche-de-Conflans, le village natal de Joël. Devant les remparts, les villageois se sont réunis pour accueillir une invitée de marque. Escortée par un groupe de randonneurs, la flamme de la Saint-Jean. Elle descend tout droit du sommet du Canigou, où elle a été ravivée. Tout au long de la journée, elle va se répandre à travers l'ensemble du territoire. C'est un bon moment, ça. Chaque année, on colore Villefranche, quoi. C'est pacifique et c'est collectif et c'est universel. Un jour de partage qui réunit tous les villages catalans. Ces enfants, par exemple, ils sont originaires de Font-Romeu. Eux, ils viennent de la montagne, donc d'une partie du département justement qui n'est pas, qui n'est pas sur le trajet de la flamme du Canigou. Donc ils viennent chercher leur flamme qu'ils monteront à le petit train jaune. Ah, là, tenez-vous! Et après, on dit aux enfants, jouez pas avec le feu. Pour rejoindre les villages de haute montagne, direction la gare de Villefranche, point de départ du petit train jaune. Yes, ascoltem, Anza, Tadza. Depuis 1910, le petit train jaune relie les villages de la plaine à ceux des montagnes. Ça me rappelle trop mon enfance parce que avec ma mère, avant de reprendre l'école, on prenait le dernier jour avant la rentrée, c'était une voyage en train jaune. Et là, je suis dans l'enfance. En plus, je suis un truc d'enfant
Et puis il est utile parce qu'à l'origine, quand il a été créé, c'était pour désenclaver le Haut-Canton qui était enneigé et difficile d'accès. La construction de cette ligne a nécessité l'édification de 650 ouvrages d'art, dont 19 tunnels et 2 ponts remarquables. Aux commandes du train aujourd'hui, Joël Molinier, un véritable passionné. Moi, en fait, je suis, on peut dire, un enfant de la ligne. Mes parents se sont rencontrés, étaient cheminots tous les deux, enfin, le sont devenus. Ils se sont rencontrés sur la ligne. Et ma mère était chef de gare sur une gare du train jaune. Donc j'ai toujours connu le train jaune et l'amour et l'envie qui allait avec. C'est-à-dire que bon, on a vécu les bons et les mauvais moments de la ligne. Et puis maintenant, c'est à mon tour de lutter pour continuer le maintien de cette ligne. Dans les années 70, la ligne est menacée de disparition. Elle ne doit sa survie qu'à la mobilisation des cheminots et de la population locale. Ce train, en fait, il représente un fort patrimoine culturel pour la Catalogne, comme la Tour Eiffel sur Paris, comme le pont du Gard. En fait, c'est un symbole de la catalanité. Nous arrivons à Montlouis, à 1600 mètres d'altitude. Créé de toutes pièces par Vauban, Montlouis est le village fortifié le plus haut de France. Ici comme ailleurs, l'arrivée de la flamme du Canigou est un événement très attendu. Là maintenant qu'on a récupéré la flamme qui descendait du Canigou à Villefranche, dans des remparts, on l'a emmené à Montlouis dans d'autres remparts. Et maintenant, tous les hauts-cantons vont pouvoir venir se ravitailler, entre guillemets, avec la flamme qui descend directement du Canigou. C'est un relais, c'est un relais. La journée s'achève. Tous les villages catalans ont pris possession de la flamme du Canigou. Et de grands feux de joie vont bientôt illuminer les vallées de la région. Devant les remparts de Villefranche, la fête bat son plein. Et selon toute logique, le pompier est au feu. Aujourd'hui, à Villefranche ou dans d'autres villages du département, il n'y a personne devant la télé, quoi. Ils sont tous dehors. Voilà, c'est un petit peu un retour en arrière sur des bases simples et anciennes. Et après, bon, vous voyez, tout le monde se met autour, c'est un peu comme la veillée. C'est un peu comme la veillée. Moi, j'ai pas tremblé. L'heure est venue de perpétuer une des grandes traditions de la Saint-Jean, le saut au-dessus du bûcher. La fin d'une journée remplie d'émotions pour tous les Catalans de cœur, et notamment pour Pierre Ménet, le père de Joël. Mais moi, je suis heureux parce que je suis un ancien maintenant. Surtout, ce qui m'a impressionné, c'est tous ces gamins qui sont imprégnés de cette culture catalane et qui ont fait revivre cette culture. Il va se pérenniser. Et je pense qu'à travers cette journée, ce cœur catalan, toute cette transpiration de la culture et de notre histoire a été fabuleuse. Préparer l'avenir sur les fondations héritées du passé, c'est ainsi que ces passionnés construisent leur village pour demain. Nous partons à présent en Charente. Un cadre naturel préservé et un riche patrimoine historique.
Voici Verteuil-sur-Charente, une commune à l'histoire hors du commun. Il y a une dizaine d'années, elle était surnommée la Belle Endormie. Mais depuis, l'ensemble des habitants se mobilisent pour redonner vie aux bâtiments emblématiques du village. À commencer par le moulin. Il a été construit au Moyen Âge pour produire le pain destiné aux seigneurs du château. C'est aujourd'hui le terrain de jeu privilégié de François Lancestre. Donc voilà, la pignonnerie va s'arrêter. Et la roue également, forcément. Donc voilà l'aube qui va être remplacée. Voilà. Les aubes, ce sont les planches en chêne qu'il y a tout autour de la roue. Et donc je vais intervenir pour remplacer une aube, tout simplement. Allez, d'abord. Il y a encore 4 ans, François était pâtissier en Haute-Savoie et ne connaissait absolument rien au travail de meunier. Mais lorsqu'il a découvert le moulin de Verteuil, le coup de foudre a été immédiat. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Passer un moment agréable au bord de l'eau, en réparant sa propre roue. On ne peut pas être plus émerveillé devant une roue comme ça et passer un moment en train de réparer son outil de travail. Parce que si j'avais pas la roue, je ne pourrais pas produire la farine. En 2008, François et son épouse décident de changer de vie. Ils investissent toutes leurs économies pour restaurer le moulin et lui redonner sa fonction d'origine. Aujourd'hui, François produit une farine de qualité à partir de blé issu de l'agriculture biologique. Alors, ce qui va se passer, c'est que là, le blé va descendre dans les meules. La farine va être projetée contre l'archure. Voici la meule de silex qui pèse entre 800 à 1 tonne. Je récupère cette farine biologique et de cette farine, je produis la brioche du moulin de Verteuil, le pain, les tranchoirs, enfin tout ce qu'il y a dans le salon de thé est produit avec cette farine. Et c'est ce que je voulais, arriver à partir d'un grain de blé, produire ma farine. C'était mon souhait le plus cher. C'est peut-être un peu d'eau fraîche. Désormais, le moulin est ouvert au public. Oui, ok. C'est 2 tropéziennes? Et pour faire découvrir leurs produits, François et son épouse Marie-Ange ont inauguré à l'arrière du bâtiment un salon de thé. Et ils proposent un service de petite restauration. Alors, messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Avez-vous fait votre choix? Oui. Alors, je suis toute oui. Alors. 2 campagnards. Entendu, messieurs, dames. Merci. Merci à vous. C'est le coup de feu du midi, là. Oui, c'est vraiment le coup de feu du midi. Il faut y aller à fond. Et tous les lundis, du mardi au dimanche, c'est tous les jours comme ça, juillet et août. Vous faites combien de couverts à peu près par midi? À peu près 40 de couverts. Allez, 2 campagnards, une petite salade verte, s'il vous plaît. Ça roule, 2. En coulisses, François est au four et au moulin, avec des recettes de sa composition. Alors on voit bien que c'est de l'artisanat. Sa spécialité, le tranchoir. C'est comme ça que les moyenâgeux mangeaient ça à l'origine. On mettait tous les restes sur une pâte très très fine. On essaie de transmettre à des gens qui viennent dans notre moulin quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Parce que bon, c'est forcément, les pizzas, c'est connu dans le monde entier. Mais la tranchoir, c'est pas connu. Et tout ça fabriqué avec la farine du moulin, forcément. Merci. Bon appétit, messieurs, dames.
Ça, moi, c'est ça quoi, qui me plaît. Ce sont tous ces gens qui viennent. C'est la récompense aussi de notre travail. Et non seulement ils nous récompensent nous, mais ils récompensent ce patrimoine parce que c'est grâce à eux qu'on maintient ce patrimoine. Sans eux, on ne serait pas là. En 3 ans, le moulin est devenu un lieu incontournable de Verteuil. Aujourd'hui, François et Marie-Ange ont choisi de se mobiliser aux côtés des habitants pour animer et valoriser ce village, touché comme beaucoup d'autres par l'exode rural. Et pour lui redonner vie, ils peuvent compter sur le soutien d'un voisin un peu particulier. Sixte de la Rochefoucauld, propriétaire du château de Verteuil. Avec une équipe de maçons, ils débutent aujourd'hui la restauration d'un escalier en pierre. Et François est venu leur prêter main forte. Là, on dégage toutes les marches pour pouvoir remonter le parement et le rebord de l'escalier et éviter que les marches se cassent la figure. Parce que sinon, là, c'est pas drôle. Du tout. Et il était temps de le faire parce que si on a un hiver comme on a eu l'année dernière, tout se casser la figure. Mais c'est du boulot. Alors si on est nombreux, ça va plus vite. C'est quand même assez commode. Et de l'aide, il en a bien besoin. Son épouse a hérité du château en 2003, mais leurs retraites sont loin d'être suffisantes pour entretenir un tel monument. Et vous mettez la main à la pâte alors? Moi? Oui. Ah c'est obligé. Là, si je restais dans mon fauteuil, d'abord, ce serait très mauvais pour ma santé. Et de mettre la main à la pâte, c'est indispensable. Puis j'aime bien faire ça. Donc, et puis j'ai l'impression de voir, quand on voit son boulot, qu'on voit qu'on avance, etc. Et puis on se connaît bien avec Thierry, avec François. Et donc, ça fait plaisir d'être tous ensemble, de faire avancer la chose. Et il y a de quoi faire. Même pour les générations suivantes, on en laissera un peu. Parce qu'on n'imagine pas un comte de la Rochefoucauld avec les mains dans le cambouis. Oui, mais ça, c'est l'image ancienne. Hein. Je peux vous dire que maintenant, il faut, si on ne mettait pas la main dans le cambouis, comme vous dites, je ne sais pas comment ça se passerait. En tout cas, je n'ai pas l'argent que je mérite, comme dirait l'autre. Ça sera pas mal, les 2 refaits après, là. Ah ça fera bien. Après, il y a le reste. Mais après, il faut que je gagne au loto. Oui, ça serait... à la radio qu'il y avait quelqu'un qui avait gagné 2 millions d'euros, qui ne s'était pas encore fait connaître. Je suis prêt à me faire connaître à sa place. Entretenir et restaurer un tel monument, cela demande du temps et beaucoup d'énergie. Alors Sixte ne ménage pas sa peine. Toutes ces terrasses que vous voyez, celle du bas, celle du haut, le bord du château, les bords de la Charente, étaient couverts de ronces jusqu'à, je ne sais pas combien, 4 mètres de haut, parce que mon oncle, qui était le précédent propriétaire, ne voulait surtout pas qu'il y ait d'accès, il avait peur que, chacun son truc, alors que mon épouse et moi-même, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir ouvrir, que ça respire, donc on nettoie pour que tout ça soit ouvert. Et puis, on part d'un principe en se disant, on est propriétaire du château, oui, mais quelque part, les Verteuillais, il faut qu'ils en profitent de ce château et qu'on essaye d'eux. Alors, Paris, c'est pas fait en 8 jours, donc petit à petit, on avance. Édifié au XIe siècle, le château de Verteuil a affronté toutes les tempêtes de l'histoire. Une grande partie a brûlé à la Révolution française. Il renaît de ses cendres au XIXe siècle et a gardé depuis sa physionomie actuelle. Mais il n'a encore jamais ouvert ses portes aux visiteurs. Il recèle pourtant d'incroyables trésors. Dans cette salle, une surprenante découverte a été réalisée en 1958. Elle a permis de mettre au jour les plus anciennes fondations du château. On est dans la salle des gardes. Donc la salle des gardes, elle date du XVe siècle. Donc vous aviez des tomettes qui recouvraient tout. Et notre oncle, le marquis de Hamodio, adorait tout ce qui est fouille. Et un jour, il a vu la tomette qui s'affaissait, les tomettes qui s'affaissaient. Il a commencé à gratter, il est tombé dans un trou. Et il s'est fait très mal. Mais surtout, on a redécouvert, vous voyez, des fondations. C'est-à-dire, on voit les fondations du château et on voit du gravat au-dessus qui a été rajouté. Et il y a des mètres cubes de terre qui ont été retirés. Et on a découvert cette absidiole
d'une chapelle romane qui date du XIIe siècle. Tout aussi mystérieux, les souterrains du château. Alors j'ouvre la grille et vous allez voir les habitants l'été des grandes voûtes, que sont nos amis les chauves-souris. Il y en a beaucoup, au moins 13 espèces différentes. Et c'est très utile, parce que ça ne se prend pas dans les cheveux des dames, et ça mange toutes les larves d'insectes, etc. Et donc, je n'ai pas de moustiques dans la cour d'honneur. Donc, je bichonne mes chauves-souris. Inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ces grandes voûtes de plus de 10 mètres de hauteur servaient de refuge aux habitants de Verteuil en cas de danger. L'espoir, c'est de le faire partager aux habitants de Verteuil après dans l'avenir. Alors les voûtes, je pense que ça se fera. On est en train de regarder tout ça. C'est toujours assez long, mais il faut que ça soit bien cadré. Et je pense que les habitants seront contents de le voir parce que jusque-là, je crois qu'à part les gens qui ont travaillé ici, personne ne l'a découvert. Et pour commencer, les nouveaux propriétaires ont ouvert le parc du château à la visite il y a 1 an. L'occasion de faire connaissance avec l'une des plus illustres familles de l'aristocratie française qui a accompagné les grands événements de l'histoire de France. Une véritable épopée, racontée dans la chapelle du château. Sur les murs, des cartouches rendent hommage au plus célèbre des La Rochefoucauld. Gildine, l'épouse de Sixte, en connaît les moindres détails. Vous avez le domaine de l'écriture, qui représente les parchemins là-haut. Vous avez ceux qui ont reçu, qui étaient commandeurs aux chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit. Vous avez ceux, on remarque le chapeau du cardinal, donc ceux qui étaient dans l'église, évêques et cardinaux. Et puis là, c'est ceux qui sont, on remarque des armes derrière, donc c'est ceux qui sont morts sur les champs de bataille, aux côtés des rois. On y croise François I de La Rochefoucauld, parrain du roi François Ier. Éléonore, reine de France puis d'Angleterre. Ou encore François VI, auteur au XVIIe siècle de célèbres maximes. C'est une famille qui a eu la chance d'être presque toujours aux côtés des rois, aussi bien les Capétiens, les Valois, les Bourbons. Et donc l'histoire des rois, c'était quand même aussi se batailler pour constituer le territoire français. Et donc c'est vrai qu'il y a eu énormément de La Rochefoucauld qui sont morts au cours de ces batailles. C'est ce qu'on appelait d'ailleurs l'impôt du sang. On recevait peut-être des belles terres, mais il y avait quand même beaucoup d'enfants qui restaient sur les champs de bataille. C'est séduisant parce qu'on a eu de tout. On a eu des frondeurs, on a eu des protestants, on a eu des grands bâtisseurs, on a eu des gens très cultivés, on a eu toute l'époque des Lumières où ils étaient vraiment avant-gardistes, même francs-maçons. C'est une famille très très variée. À quelques mètres du château, un autre site emblématique évoque le souvenir de la famille La Rochefoucauld. Voici le couvent des Cordeliers. Il a été édifié au XVe siècle pour abriter les sépultures des seigneurs de La Rochefoucauld. En 2005, Alain et Daniel Barbou y ont ouvert des chambres d'hôtes. Monsieur, bonjour. Voilà, bonjour monsieur, ravi de vous rencontrer, madame Barbou. Entrez, je vous en prie. À Verteuil, Alain et Daniel Barbou sont un peu des précurseurs. Ils achètent le couvent en 1997 avec l'ambition de redonner vie au lieu. Mais à l'époque, bien peu croient en leur réussite. Il n'y avait rien dans le village, donc on nous a pris peut-être pour des illuminés,
Je ne sais pas, parce que l'histoire ne le dira pas non plus. Mais aujourd'hui, le résultat est là, puisque c'est un village qui bouge. C'est un village qui n'a pas fini de bouger et que tout le monde découvre avec, je crois, grand plaisir et découvre une région qu'il ne connaissait pas jusqu'à présent. Le couvent peut accueillir jusqu'à 13 personnes. Et chaque rencontre est l'occasion pour Daniel Barbou de transmettre sa passion des lieux. Et là, vous êtes dans le réfectoire des moines. Donc, en fait, vous êtes exactement comme les moines étaient il y a quelques siècles, n'est-ce pas? Et la porte ici donnait sur le cloître. Voilà. Depuis, elle a été refermée après la Révolution française. Je croirais au Moyen-Âge. Pas au en Renaissance, à la Renaissance. C'est un petit déjeuner, c'est en même temps un cours d'histoire. Oui. Ah, mais oui, mais oui, mais oui. Oui, oui, tout à fait. Mais ici, on ne peut pas, on est tout le temps dans l'histoire. On retombe. De toutes les façons, quoi que l'on fasse, on retombe tout le temps dans l'histoire. Parce qu'elle est partout. Partout, et notamment sur les murs. Les restaurations entreprises par Daniel Barbou et son mari ont révélé des trésors inestimables. Mon époux commençait donc à dépiquer le mur et notre fille était en vacances et elle a gratouillé un petit peu en disant il y a peut-être des choses. Elle a vu du noir et elle a dit mais ce ne sont pas des traces de moisis, c'est vraiment quelque chose. Papa, arrête-toi. Et regardez ici, il s'est vraiment arrêté. Il était temps, autrement c'est Saint-François qui lui, il serait passé. Donc notre Saint-François est bien là, sans sa tête. En tous les cas, il y a quand même un regard extraordinaire. Et puis, depuis, les restaurateurs, bien sûr, sont passés par là pour restaurer cette fresque, qui est vraiment très belle et qui nous émeut à chaque fois qu'on en parle. Ça doit être une découverte extraordinaire. Ah, ça a été une découverte extraordinaire et vraiment très, très émouvante et très forte de retrouver ces visages derrière des couches de badigeons de chaux et puis savoir que c'était là caché et que ça aurait pu complètement disparaître. Des peintures murales datées du XVe et du XVIe siècle. Elles sont réalisées suivant la technique de la grisaille, une technique très fréquente à l'époque. Et vous avez permis finalement de sauver ces peintures. Absolument. Sauver et en même temps les inscrire donc au supplément monument historique de façon à ce que personne après ne puisse les abîmer. Ça, c'est quelque chose de très fort. Et pour en revenir aux choses plus terre à terre, est-ce que vous manquez de quelque chose? Un couvent qui ressuscite, un château qui ouvre ses portes, un moulin restauré, et c'est tout un village qui retrouve son élan. De nouveaux habitants s'installent à Verteuil et l'activité reprend. Cette maison, par exemple. Elle a été une pharmacie, puis un bureau de poste. Aujourd'hui, c'est devenu la Demeure des Roses, une boutique de décoration créée par Virginie Stéphanie, une artiste peintre. Un lieu inattendu dans lequel les habitants aiment venir flâner. Ah bah c'est vrai qu'à chaque fois qu'on vient, on craque. Il y a tellement de belles choses. On est tellement tentés. Ouais, c'est vrai. C'est magnifique. Originaires du Var, Benoît et Virginie Stéphanie ont eu un véritable coup de cœur pour cette maison. Ils apportent aujourd'hui une touche essentielle à leurs travaux de rénovation. Et François Lemeunier est venu les aider en voisin. Ça va être joli, ça va être joli. C'est Virginie elle-même qui a conçu le dessin de ce portail. Bon. Très joli. Ce projet de redonner vie à des bâtisses qui ont vécu et bien vécu à la belle époque, ça transporte. Hein. C'est quand même le but de l'aventure. Hein. On n'aurait pas changé de vie, on a tout quitté pour cette maison. Non, et puis ce qui est bien, ce qu'on disait aussi, c'est que peut-être le fait de rénover, ça incitera peut-être d'autres personnes. Ça va entraîner une vague et ça va faire qu'attirer les gens, même les gens qui sont déjà là en fait. Depuis ça fait des années qu'ils sont ici, ils sont nés ici et ça va peut-être de voir tout ce qui est en train de se produire, ils vont peut-être fleurir un peu plus chez eux, ils vont peut-être commencer à embellir un peu plus. En fin de compte, c'est
1, plus 1, plus 1, plus 1, et qui crée une chaîne. Le début. Et la chaîne est en place. Fermée si longtemps et ouverte tous les jours maintenant. C'est le point final, là. C'est le début. C'est le début. Porté par l'enthousiasme des habitants, Verteuil retrouve son panache. Prochainement, 2 nouvelles boutiques vont y ouvrir leurs portes. Salut Michel. Comment vas-tu? Ça va, forme? Oui. À Barfleur, Jérôme a rendez-vous aujourd'hui avec Michel Papillon, le père des 2 patrons pêcheurs. Bonjour. Michel est le responsable du canot de la SNSM, la Société nationale de sauvetage en mer. À Barfleur, le secours en mer fait véritablement partie de l'histoire du village. C'est en effet ici qu'a été construite à la fin du 19e siècle la première station de sauvetage en France. Et depuis 1990, Michel est de toutes les opérations. Vous savez, la mer, on se soutient les uns les autres. Hein. Et puis moi, j'ai eu quand j'étais matelot, à l'âge de 15 ans, on a chaviré en 63. Et on a eu 4 bateaux à Granville qui ont chaviré et on est les seuls rescapés. Donc j'ai été repêché, je pense que je dois redonner. Voilà. Et ça fait combien de temps que vous faites ça alors? Ah, ça fait 21 ans ou 22 ans là. 22 ans que vous redonnez? Ouais, bénévole et libre 24 sur 24, voilà. C'est ça. Aujourd'hui, le canot de Barfleur est chargé d'une mission un peu spéciale. Dans les airs, l'hélicoptère de la Marine nationale. Objectif de la mission, entraîner les équipes d'intervention aux manœuvres de secours en mer. De nombreux naufragés sont secourus chaque année. Alors pour Jérôme, l'opération du jour est l'occasion de mettre en valeur ces hommes qui s'engagent pour sauver la vie des autres. Mais c'est toujours aussi excitant parce que c'est très photogénique, il y a de l'action et puis on travaille avec des gens qui sont passionnés, qui adorent ce qu'ils font, ils sont prêts à sortir de jour comme de nuit, donc c'est vraiment excitant. Pour nous, un exercice comme ça sert à entraîner le pilote, le triste, le plongeur. Et en fait, de travailler avec un tout petit bateau, c'est très bon pour le pilote parce que en fait, il travaille quasiment sans voir le bateau. La dernière partie de l'opération est également la plus délicate. Lorsqu'il est tendu, ce câble est une lame de rasoir. Aujourd'hui, cela paraît simple, mais une telle manœuvre de nuit et par une mer démontée relève de l'exploit. Exercice réussi. Pour Michel Papillon, une simple routine. Ça va, comme tu roulais, ouais. Bon, ça, ça marche bien quand même. Ah bah ouais, bah ça roule pas trop, donc là ça va, t'as l'habitude. Oui. Il y a eu du boulot de fait, et puis avec le canot, il y a eu aussi pas mal de vies de sauvées. Ah bah oui. Hein. Et ça, je crois que s'il y a bien quelque chose à respecter dans le monde de la mer, c'est quand même cette entraide, parce qu'il faut quand même rappeler que ce sont tous des bénévoles. Quand ils partent la nuit, par force 8, force 9, en plein hiver, ils risquent leur vie. Et ça, c'est loin de la carte postale de ce qu'on peut imaginer. C'est des conditions difficiles et on peut leur tirer notre chapeau. Et nous, c'est n'importe quel temps, on est canot tout le temps, on ne doit pas s'occuper de la météo.
on doit y aller. C'est important. Aujourd'hui, le courage des sauveteurs en mer de Barfleur fait la fierté du village. Au bout de la jetée, un abri préserve la mémoire des exploits réalisés depuis près de 150 ans. Le voilà, le fameux bateau. Le canot Crétet est sauvé, presque un monument historique. Ouais, ça fait plaisir de le revoir, dis donc. Ça fait combien de temps qu'il n'est pas sorti, là? 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il... 20 ans qu'il n'a pas servi. Je m'en serais pas rendu compte. Près de 40 ans, passés au service des naufragés. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs. Je me souviens, tout petit, en fait, de voir le bateau descendre parce qu'il était largué, en fait, sur un rail qui plonge dans la mer. On entendait la sonnerie dans le village qui alarmait les sauveteurs et puis tout le reste des habitants. Et c'était un petit peu... c'était le cérémonial. On venait voir le bateau descendre, on attendait qu'il reparte. Donc c'est tout un tas de souvenirs de gamins. Tout le monde était un petit peu partie prenante de cet équipage. Tout le monde était solidaire et on était un petit peu inquiets, savoir quand les hommes partaient, quand ils allaient revenir et voir ce qui allait se passer, ce qu'ils allaient ramener. Et puis ils en ont ramené, ils ont sauvé quand même beaucoup de vies, quoi. Ah oui, parce qu'il y a eu beaucoup de sorties. Vous allez pouvoir vérifier, vous allez voir. Hein. Des sorties, c'est autre chose que maintenant. Hein. Alors ça, c'est vieux, hein, ça. Hein. Ah là, il y a l'histoire du canot, là. Ah ouais. Sur les murs, un mémorial rend hommage à l'histoire des sauveteurs de Barfleur, depuis la création de la station en 1865. Ils avaient commencé fort, hein, 3 mâts au télo, 28 personnes sauvées. Ouais, c'est pas rien, hein. Ouais. Ouais, donc là, c'est quand on lançait le bateau à l'ancienne, là. Ouais. Là, on le voit, là, qui tombe du quai, là. Voilà, ouais. Ça devait être sacrément impressionnant. Hein. C'est même pas pensable. Hein, quand il tombait comme ça, déjà, il s'emplissait de l'eau l'arrière et tout, c'est pas pensable. Hein. C'est-à-dire que même avant de partir, il s'était déjà trempé. Il était déjà trompé. Ouais. Alors, c'est ce que je dis toujours, il fallait qu'il soit courageux. Hein. Ouais. Et là, on les voit pareil partir à la rame, hein, avec les courants qu'il y avait à Barfleur. Ouais. On se demande si c'était possible. Eux, ils l'ont morflé. Hein. Que nous, on a quand même des beaux canaux maintenant, c'est bien quand même. Hein. Parce que là, on repêchait quelqu'un, mais c'est tout, on savait même pas faire les premiers soins. Hein. On a sauvé des gens et puis lui donner un coup de calval, des kayakistes. Arrivé à l'hôpital, l'hôpital me téléphonait, me disait « Mais il est sous, qu'est-ce que vous lui avez donné ?» Et il me dit « Jamais ne refaire ça parce que ça passait dans le sang aussitôt. » Voilà. Non, on n'était pas comme on est au top maintenant, hein, ça n'a plus rien à voir. Hein. Voilà, en espérant qu'il reste encore longtemps là, pour faire un petit musée. Qu'on puisse le voir, oui, surtout. Voilà. Faire partager sa passion pour son village et pour sa région, c'est le quotidien de Jérôme. Nous partons à Saint-Valahougue, à quelques kilomètres de Barfleur. Ce port de plaisance très fréquenté attire également tous les passionnés d'histoire. Les 2 tours de la Hougue et de Tatillou ont été édifiés à partir de 1694, sur instruction de Vauban. Jérôme a choisi d'y conduire un groupe de photographes amateurs, à l'occasion d'un stage qu'il a lui-même organisé. Quelque chose comme ça. Bonjour. Objectif de la journée, apprendre à photographier le patrimoine sous toutes ses formes. Et l'après-midi réserve bien des surprises aux stagiaires. C'est un bateau un peu bizarre, c'est un bateau qui roule sur terre. Alors en fait, ici, il y a une particularité, c'est les marées qui ont une amplitude assez importante. Et du fait, pour pouvoir utiliser le bateau et emmener les gens à Tatillou, on est obligé d'utiliser un bateau qui flotte et qui roule. C'est sympa, hein. Là, on est dans les parcs à huîtres de Saint-Va. Les huîtres de Saint-Va, c'est un produit régional très connu. On en trouve partout en France. Et c'est vraiment une huître très fine, au goût de noisette, qui est excellente. Et là, on y est, on est en plein dedans.
20 minutes de traversée entre terre et mer pour rejoindre l'île de Tatillou, le terrain de chasse photographique choisi aujourd'hui par Jérôme. Attention, il y a des marches d'escalier. Des oiseaux, de la mer, des rochers, des matières. Il y a de la lumière. Il y a une tour Vauban. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour faire de l'image. Hein. Là, Première rencontre avec les habitants de l'île. Différents les uns des autres quand même. Attention, elle charge. Je crois qu'elle t'en veut. Hein. Ouais, là on dérange. Je pense qu'il y a des petits ou un nid quelque part et apparemment la mouette là a pas l'air d'apprécier la présence du photographe. Donc il faut quand même faire attention. C'est un lieu de reproduction ici et on a énormément de petits et généralement les parents apprécient pas trop qu'on s'approche. Thomas, tu fais attention, hein. Tu as vu au-dessus de toi? Regarde, 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 regarde. Je crois qu'il vaudrait mieux que tu t'éloignes et la laisser tranquille. Elle a pas l'air de t'apprécier. Oh, mais j'espère. Depuis 1990, Tatillou accueille une réserve ornithologique. Au fil de l'année, on peut y croiser près de 150 espèces différentes. Et la saison de reproduction est l'occasion de réaliser des clichés surprenants. Ils sont en train d'être nourris par leur mère, c'est assez sympa. C'est rare de voir les petits comme ça. Ah là, j'ai un cliché qui est vraiment sympa. Les petits en train de se battre là pour la nourriture. Et là, on en a une, on va arriver à un truc sympa un moment, voilà. Tu vu, on a la mère et le petit qui sont en train de se nourrir du même crabe. Bah ça, tu vois, j'avais jamais vu. Bon, faut dire, je suis pas un photographe animalier, hein, donc. Voilà, il y a un début à tout. Mais vous voyez, on est à peine, on a pris le bateau 5 minutes et on a vu une scène sympa. On continue? Allez. Et voilà. L'île abrite également un riche patrimoine bâti, qui intéresse particulièrement les photographes. Donc là, on va passer plutôt avec des objectifs grand angle. Et puis on va essayer d'utiliser la matière de la porte pour créer un cadre dans l'image. Je pense que c'est une image un peu facile à faire, mais qui est toujours plaisante. Et... C'est un site que vous connaissiez? Le site, oui, je connaissais, mais pas cet endroit-là, pas Non, moi non plus. cet axe en fait. C'est une découverte, Jérôme nous a montré ça et c'est assez sympa. Comme quoi, on peut avoir une connaissance d'un monument, mais sous différents angles, les renaît à chaque fois, et c'est ce qu'on essaie de ressortir dans nos photos, et c'est génial. C'est assez amusant d'emmener des gens à la fois de la région qui découvrent différemment, ou des gens qui ne connaissent pas la région, leur montrer ce qu'on a de beau dans le Cotentin. C'est un véritable échange, moi aussi j'apprends beaucoup avec eux. On échange nos expériences, on passe un bon moment ensemble, et ça c'est vraiment sympa. Et ce territoire normand n'a pas fini de surprendre Jérôme. Lui qui s'est toujours intéressé aux villages du littoral, veut cette fois mettre en lumière l'intérieur des terres. Alors depuis quelques mois, il travaille sur un nouveau projet. Un recueil de photos consacré cette fois au parc naturel régional des Boucles de la Seine normande. Il vient aujourd'hui faire les premiers repérages. Rendez-vous est pris avec Yves Delaune. Ce professeur d'histoire connaît la région comme sa poche et Jérôme compte sur lui pour découvrir toutes les facettes du parc. Ah oui, c'est sympa, il y a vraiment du relief. Ah d'accord, la Seine passe juste devant là. Exactement, elle passe au pied du coteau. Et tu vas voir, au fur et à mesure qu'on va aller vers l'ouest, les boucles se succèdent les unes les autres. Et ça constitue des territoires absolument immenses.
Ce qui caractérise ce fleuve, c'est si particulier, c'est que c'est une rivière amarrée. Une partie de la journée, on voit l'eau descendre gentiment, tandis qu'à l'inverse, lorsque la marée remonte, eh bien, la Seine remonte également. D'accord. Puisque la Seine, il y a encore 150 ans, faisait presque 3 km, et dans l'estuaire, 11 km de large. Ouais, C'était un fleuve totalement sauvage, totalement indompté, avec des contraintes énormes. Les tempêtes rentraient, les grains, le nord-ouest rentrait plein pot, et lorsqu'il y avait 40 nœuds au Havre, 30 km plus loin, il y avait toujours 40 nœuds dans les mêmes conditions aussi. C'est incroyable, c'est vraiment la mer qui pénétrait à l'intérieur des terres. C'est la mer, on est en Seine-Maritime ici. Et puis ici, la présence même des cargos qui vont et viennent de façon régulière font qu'on a plus ce sentiment d'être en mer qu'à l'intérieur des terres. Le parc naturel régional des Boucles de la Seine normande couvre un territoire de 81 000 hectares où les villages rivalisent de charme. À l'image de Côtebec-en-Caux, surnommée la perle du Val-de-Seine. Ce qui va attirer mon regard, c'est les lignes graphiques, les couleurs, qu'on ne voit pas forcément lorsqu'on est au sol. Essayer d'étonner un petit peu les gens et leur montrer leur environnement sous un nouveau regard et sous un angle différent. C'est une manière de mettre les gens en valeur à travers leur patrimoine. Leur montrer que leur territoire est exceptionnel, c'est une manière de mettre en valeur les gens qui y vivent et les valoriser eux-mêmes. Et en matière de patrimoine, le parc recèle de véritables petits bijoux. À commencer par les innombrables chaumières qui ponctuent le cours de la Seine. Le village de Vieux-Port est une étape incontournable pour découvrir les plus belles. Il s'agit du plus petit village de Haute-Normandie. Ah oui. Oui, qui ne comptait en 99 que 58 habitants pour une superficie totale de 57 hectares. Ce qui laisse un peu de place pour tout le monde. Qui laisse de la place pour tout le monde, bien évidemment. Et qui, par ailleurs, a ce caractère particulier, c'est de présenter un nombre assez incroyable de chaumières, les unes étant plus belles que les autres. C'est assez extraordinaire, on se croirait un peu dans un décor de film. Ça fait très décor de film. Ça fait un peu dessin animé, on s'attend à voir sortir les petits nains. Absolument. C'est assez Absolument. excellent. Oui. À l'origine, la chaumière est une maison de paysans. Ce sont aujourd'hui des habitations très recherchées qui font la fierté de leurs propriétaires. Ah oui. Tu vois comme c'est somptueux. Là, c'est la carte postale, c'est la maison de rêve. Très belle chaumière. Merci beaucoup. Bonjour. Yves et Jérôme ont rendez-vous avec Bertrand Dorès, le propriétaire. Il a acheté cette chaumière en 2003 et depuis, il voue une véritable passion à ces maisons traditionnelles devenues célèbres grâce à une reine de France. On sait que Marie-Antoinette a eu un goût pour les chaumières et a relancé la tendance des chaumières version plus luxueuse, ce qu'on appelait les chaumières à surprise. D'accord. Bon, Vous voulez dire que c'est Marie-Antoinette qui a un petit peu fait passer la chaumière du statut de maison du pauvre à maison luxueuse? Absolument. Ah oui, oui, oui. Que la première dame de France, la reine de France, vive et aime et s'affiche comme étant quelqu'un qui aimait les chaumières et l'atmosphère bucolique, oui, ça a reboosté et donné une autre perception de la chaumière. Ça pouvait devenir l'habitation du riche. Marie-Antoinette s'inspire des maisons normandes pour faire construire le hameau de la Reine dans le parc du château de Versailles. Celle-ci date du XVIIIe siècle et elle possède toutes les caractéristiques d'une chaumière traditionnelle.
La toiture en chaume oblige d'avoir une pente forte pour l'évacuation de l'eau. Donc vous avez forcément moins de place au sol. Et pour donc optimiser l'espace qui vous reste à l'intérieur, on n'a pas construit de couloir. Il n'y a pas de couloir dans une chaumière, dans une longère. En revanche, chaque pièce était distribuée sur l'extérieur par une porte. Donc il y avait autant de portes qu'il y avait de pièces dans la longère. Donc ici, on a un exemple avec à peu près 6 portes qu'on a voulu garder comme témoignage justement de cette technique, cet art de vivre et de construire à l'époque. Un art de construire que préserve aujourd'hui une poignée d'artisans. À quelques kilomètres de Vieux-Port, Jérôme et son guide viennent découvrir un chantier de restauration unique en son genre, dirigé par Christian Gervois. Bonjour. Bonjour Monsieur Gervois. Merci de nous accueillir sur votre chantier. Je vous présente Jérôme. Jérôme, enchanté. Photographe professionnel qui travaille sur la région actuellement. Donc là, vous êtes en train de rénover vous êtes sur le toit de chaume. Quelque chose, un ouvrage totalement authentique. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de travailler sur une maison d'époque. Celle-là a au moins 2 siècles, voire 3. Ayant trouvé le client qui veut bien jouer le jeu et valoriser sa chaumière, la pérenniser, repartir pour un tour, c'est un privilège, c'est un bonheur pour nous. Les chaumières tirent leur nom de ces toits, réalisés avec le roseau qu'on trouve en abondance sur les bords de Seine. En vérité, structurellement, ce sont des rangs, comme des rangs de tuiles. Et pour le toit de chaume, donc vous avez un rang de chaume, on l'a fait à peu près tous les 30 cm. Et si on ne passait pas du temps, comme vous voyez les enfants le faire, en train de taper sur le roseau pour marier tout ça, vous verriez tous les rangs, comme on voit les rangs de tuiles. Vous auriez un toit en escalier. D'accord. Et tout le travail, évidemment, ce qui est très sympa dans le métier, c'est de travailler, de sculpter tout ça pour en faire un manteau de fourrure homogène, qui soit très joli. Si ça brûle, il se passe quoi? Si votre destin est d'être dans une maison qui brûle, je vous souhaite que ce soit une chaumière. Parce que tout s'envole et rien ne s'effondre et on trouve les vêtements dans les penderies. Alors qu'ailleurs, vous avez 17 tonnes de tuiles qui s'effondrent et on pousse aux bulles. Donc c'est pas forcément pire. Parfaitement étanches, les toits de chaume ont une durée de vie pouvant aller jusqu'à 50 ans. Le chaume est également reconnu pour ses qualités d'isolant phonique et thermique. Christian Gervois est artisan chaumier depuis 40 ans. Et au mariage, ici, entre l'ancien et le nouveau, c'est bon aussi. Mais aujourd'hui, il passe le relais à son fils Maxime. Moi, je suis dedans depuis que je suis tout petit, forcément. C'est comme Obélix, c'est tombé la marmite. Voilà, ouais. J'ai déjà vu des chaumières tout petits à l'âge de 3 ans, je trouvais ça magnifique. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans le métier, quoi. Puis ça fait 6 ans que j'exerce, 6 ans que ça me passionne toujours autant et que je prends autant de plaisir à aller sur chaque chantier, en fait. Voilà. Quand il vous dit de fil en aiguille, c'est pas par hasard. On travaille avec des aiguilles et du fil. C'est une fierté pour vous, Christian, de voir votre fils prendre la relève? Oui, c'est une motivation énorme. C'est une motivation énorme parce que 40 ans de métier en ayant une clientèle fidélisée, tout ça, puis une réputation, et puis de voir que du jour au lendemain tout s'arrête et que ça part en rien, et de savoir que là ça a profité à quelqu'un, oui, c'est un grand bonheur, vraiment, c'est une motivation. Un savoir-faire authentique que Jérôme découvre avec fascination. Le travail des hommes est toujours intéressant. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus passionnant à photographier, les hommes, leur travail, leur environnement. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir photographier ça, d'être les témoins. Et plus on pourra le documenter, mieux ce sera. Et ce sera aussi une possibilité de le transmettre, peut-être d'une manière encore plus sûre. Inlassablement, Jérôme reprend les airs pour faire partager sa passion de la Normandie. Au revoir Vieux-Port, je te quitte. À la verticale, là, j'ai une vue exceptionnelle. Lumière douce du soir, c'est superbe. Le travail sur le parc naturel touche à sa fin
Mais Jérôme réfléchit déjà à de nouveaux projets qui l'amèneront une fois encore au-dessus des villages normands.